Alors, le titre de ma thèse que Sophie vient de citer vous indique que si je suis spécialiste de quelque chose, comme on dit, ce n'est pas de Gabriel Roy. Je dois même avouer que je n'avais pas lu La détresse et l'enchantement avant de collaborer au projet Hyper Roi. Sophie a bien voulu m'embaucher quand même sur le projet, ce qui explique ma présence parmi vous. Et je vous rassure, les tâches que j'ai effectuées pour ce projet ne nécessitaient aucune expertise de quelque ordre que ce soit. Je vous parle de cette extériorité, disons, au champ de recherche, pas pour me vanter de mon ignorance, j'en suis pas particulièrement fière, mais parce qu'il me semble que cette ignorance, dans le contexte, en fait, peut apporter un éclairage intéressant aux questions, ou enfin à certaines questions qui nous ont occupés aujourd'hui, comme l'archive numérique, l'édition électronique dont Sophie a parlé ce matin. Cela parce que ma lecture, justement, est une lecture numérique avant que d'être une lecture littéraire. En effet, mon contact initial avec le texte s'est fait par le biais des manuscrits de ses premiers états, qui sont regroupés dans des cahiers comme celui que vous avez à l'écran et qui ressemble assez à ce que Baptiste a fait circuler tout à l'heure, aux manuscrits donc, et à leur transcription en langage XML. Plus précisément, ma participation au projet Hyper Roi s'est articulée en deux temps distincts. Dans un premier, j'ai corrigé le balisage des différents états du manuscrit d'un oiseau tombé sur le seuil, la deuxième partie de La détresse et de l'enchantement, c'est-à-dire que j'ai vérifié la conformité des documents XML au manuscrit, et je me suis aussi un petit peu essayé au balisage moi-même. Et dans un deuxième temps, quelques mois plus tard, j'ai identifié les endroits du même texte qui nécessitaient l'insertion de notes explicatives, et j'ai réalisé les notes en question. De prime abord, l'une et l'autre activité ont peu à voir. Pourtant, la forme que prennent les résultats de la seconde, à savoir les notes, est influencée par le support numérique qui est structuré par la première et qui peut structurer, en tout cas c'est l'hypothèse que j'aimerais développer aujourd'hui, un type particulier de lecture. J'aimerais donc envisager les pratiques impliquées dans leur complémentarité technique afin, d'une part, de rendre compte de manière suivie et à peu près cohérente du travail que j'ai réalisé pour Hyper Roi, et afin de réfléchir, d'autre part, aux possibilités proprement critiques qui sont peut-être permises par le support numérique. Je précise toutefois que cette critique n'est pas une critique génétique, juste pour faire la transition avec les présentations précédentes. La première pratique concernée, donc le balisage, m'a forcé à découvrir un oiseau tombé sur le seuil de manière à la fois très lente et très minutieuse, au fil des lectures successives qui sont nécessitées par la correction XML. Ce type de travail oblige à appréhender les manuscrits comme un ensemble d'unités textuelles qu'il importe d'emboîter les unes dans les autres au moyen des balises appropriées. Ces unités peuvent être caractérisées selon trois ensembles de traits distincts. Alors on a premièrement les traits scripturaux, comme par exemple la couleur de l'encre, le soulignement, les ratures, voire l'illisibilité de certains passages. D'ailleurs, Baptiste remarquera que contrairement au brouillon dont il parlait tout à l'heure, ceux de La détresse et de l'enchantement sont beaucoup plus, disons, brouillons, justement. Alors ici, justement, on a de l'encre et du crayon, par exemple. Ensuite, les traits relationnels, à savoir un changement de paragraphe, une inversion entre deux segments de texte, ou encore, ici on le voit encore, une annotation en marge qui indique l'insertion d'un fragment dans le texte. Ici aussi, on va avoir une inversion en haut et puis une autre insertion vers le milieu de la page. Finalement, les traits discursifs, à savoir les dialogues et les discours rapportés qui nécessitent des codes spécifiques. Dûment balisées, ces unités apparaissent dans les pages de code brut, c'est-à-dire des pages non décodées par un navigateur, comme on a pu le voir tout à l'heure dans la présentation de Nathanaël, un peu comme des blocs, c'est-à-dire comme ceci. Une infinité de ces blocs, de même famille ou non, peuvent se chevaucher. C'est-à-dire qu'un mot, une phrase, voire une lettre peuvent appartenir à plusieurs blocs en même temps. Le tout, enfin mon travail, était de vérifier que leur articulation obéissait à certaines règles logiques. En gros, il faut s'assurer qu'une balise ouverte est toujours refermée plus tard et que lorsqu'une balise est ouverte à l'intérieur d'une autre balise, elle est refermée avant que la première ne le soit. Donc le texte est envisagé de manière extrêmement concrète, un peu, me semble-t-il, comme un ensemble architectural. Ce qui m'apparaît singulièrement intéressant en ce qui concerne le troisième type de balise décrite, c'est-à-dire les balises discursives.
Il y a eu quelques petits changements par la suite, mais celle qui était initialement proposée permettait de classer un énoncé selon 2 critères croisés et variables, à savoir sa vocalisation ou non-vocalisation et sa valeur directe ou indirecte. Si le but recherché était évidemment seulement de, disons, mettre en valeur les dialogues pour un lecteur du site web, l'extensibilité des balises aurait facilement pu leur permettre de s'appliquer à presque tout le texte, pour peu qu'on considère celui-ci comme un objet dialogique. Vous me voyez venir, je pense à Mikhail Bakhtin qui explique, c'est dans du discours romanesque, que toute pensée, tout discours est chargé de transmission et d'interprétation des paroles d'autrui, c'est-à-dire, en langage XML, de fragments cités de manière indirecte et non nécessairement vocalisés. Par exemple, dans le discours que je montrais tout à l'heure, vous remarquez que sur la page de droite, j'ai entouré le mot hostile qui s'applique à l'homme avec lequel elle dialogue sur la page de gauche, et c'est là évidemment, disons, une citation d'un discours extérieur. Donc, pour en revenir à Bakhtin, il dit plus précisément de la causerie et non du roman, qu'on y trouve à tout instant une citation, une référence à ce qu'a dit telle personne, à ce qu'on dit, à ce que chacun dit, aux paroles de l'interlocuteur, à nos propres paroles antérieures, à un journal, une résolution, un document, un livre. La plupart des informations et des opinions sont transmises en général sous une forme indirecte, non comme émanant de soi, mais se référant à une source générale non précisée. J'ai entendu dire, on considère, on pense, etc. La référence à Bakhtin me semble pertinente ici car elle a le potentiel de faire passer le travail de balisage à un autre niveau conceptuel, disons. C'est-à-dire que l'entreprise archivistique peut devenir une entreprise critique. Elle nécessite en effet l'identification des on-dit et autres références indirectes qui parsèment le discours, une entreprise qui peut s'avérer aussi fascinante que tourbillonnante lorsqu'on s'attaque à l'autobiographie d'un auteur de littérature qui confesse à plusieurs reprises avoir des trous de mémoire. Donc la transcription numérique permet d'envisager une représentation spatiale du plurilinguisme sur lequel fait fond le texte, c'est-à-dire qu'elle permet de délimiter des énonciations et d'étudier les interactions que ces énonciations entretiennent entre elles. Il faut noter toutefois que dans la théorie bakhtinienne, le plurilinguisme n'intervient que dans l'optique d'une étude du dialogisme, c'est-à-dire les conditions et les effets du plurilinguisme lorsqu'il est organisé dans et par le roman, ce que, a priori, la détresse et l'enchantement n'est pas. Toutefois, la deuxième partie de mon travail pour Hyperroi, c'est-à-dire l'établissement d'un dossier d'annotation, m'a amené à relativiser cette appartenance du texte à la non-fiction. Il s'agit évidemment d'un texte autobiographique. Je ne cherche pas à lui assigner un autre genre, mais il me semble qu'il serait réducteur de minimiser la dose de création littéraire qui est à l'œuvre. Il suffit de lire attentivement le texte pour s'en rendre compte, ce que plusieurs personnes parmi vous ont fait. Mais ce que je voudrais postuler, en fait, c'est que la lecture, disons, numérique que je viens d'évoquer est un moyen de parvenir à une lecture de ce genre. Il m'arrive couramment, évidemment, d'appréhender un texte de manière critique. Cependant, j'ai été frappée d'à quel point mes lectures successives en mode XML, disons, orientaient la pratique d'une manière particulière. L'envisager de manière un peu spatiale, comme je l'ai proposé tout à l'heure, facilite l'identification de récurrences non identiques qu'il s'agit ensuite de souligner en note. C'est un peu comme regarder un paysage et remarquer des montagnes qui reviennent. Par exemple, il y a toujours des fleurs ou des bourgeons dans les moments heureux de la vie de Gabrielle Roy. Et ce, peu importe que ces moments se passent en Provence ou en plein milieu d'une banlieue industrielle anglaise. Ces récurrences et les réseaux symboliques qu'elles établissent indiquent un travail de la matière textuelle qui, sans anéantir évidemment le pacte autobiographique, joue un petit peu sur ses limites. Ces fleurs ont aussi l'intérêt pour ma présentation d'aujourd'hui de me permettre de concrétiser une première catégorie de notes parmi les 5 dans lesquelles on peut classer les entrées du dossier d'annotation d'un oiseau tombé sur le seuil. On peut en effet les considérer justement sous cet angle de la dose de fiction qu'elles injectent dans le texte. Elles rejoignent alors les citations des œuvres de fiction de Gabrielle Roy qui sont intégrées à Un oiseau tombé sur le seuil, les épisodes qui sont considérés comme fondateurs de sa vocation littéraire et les moments qu'on pourrait dire purement romanesques. Par exemple, les descriptions de villes, Paris en particulier, jouent de manière assez explicite sur des poncifs littéraires.
Tous ces moments ont donc en commun de proposer une sorte de commentaire métatextuel sur la présence de la fiction dans l'autobiographie, dont le rôle des notes est de mettre en valeur l'évolution continue. Par exemple, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, les associations de l'auteur à l'oiseau du titre en viennent à intégrer le champ du volatile, manière de signifier l'évolution de la formation d'écriture. Cette première catégorie de notes, disons métatextuelle, est clairement la plus floue. Les 4 autres sont beaucoup plus pragmatiques. Il y a les notes qui traitent d'indications géographiques, c'est-à-dire les lieux où a logé Gabrielle Roy, les théâtres ou musées qu'elle fréquente, les rues importantes, les endroits où elle voyage, etc. Ensuite, les notes qui traitent des références historiques et culturelles du texte. Il peut s'agir des œuvres picturales qui sont citées, des événements historiques antérieurs qu'elle commente, ou encore des événements historiques contemporains de l'action, disons, que l'auteur traverse. Ensuite, les individus, c'est-à-dire à la fois les connaissances de Gabrielle Roy, comme Madame Jouve à Paris, par exemple, mais aussi les personnages historiques, comme Henri VIII, dont elle parle étonnamment beaucoup. Les langues étrangères, finalement, plus particulièrement l'anglais, en fait, qui apparaît largement dans les parties qui se déroulent au Royaume-Uni et dont il s'agit de proposer plutôt une traduction. Sur le plan technique, ces notes mobilisent des moyens distincts. En fait, Nathanaël, on en a bien parlé tout à l'heure. Toutes, évidemment, peuvent faire intervenir le texte et l'image, mais certaines, comme les indications géographiques, nécessitent la mise en place de cartes. Celle-ci n'est pas particulièrement intéressante, mais j'aimerais en faire une carte plus ou moins interactive qui retrace la balade de Gabrielle Roy à Montréal à la fin de La détresse et l'enchantement et lorsqu'elle découvre Saint-Henri pour la première fois, en fait, un épisode qui est assez important. On peut aussi évidemment établir des liens d'une note à l'autre ou vers d'autres endroits du texte, manière de voyager cette fois-ci non pas dans l'espace spatial mais dans le texte lui-même. Ensuite, l'importance prise par certains événements historiques dont a été témoin l'auteur, qui, je vous le rappelle, était en Europe à la veille du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, a requis un traitement particulier. Sophie et moi avons ainsi décidé de consacrer des notes plus étoffées aux accords de Munich, qui sont conclus alors que Gabrielle Roy est à Londres, et à la guerre d'Espagne, dont elle croise les réfugiés à Prattelmolo. Les réfugiés d'Espagne, d'ailleurs, sont, à mon avis, à l'origine de certaines pages les plus poignantes du récit, d'autant qu'elles arrivent très brusquement en plein voyage en Provence, voyage qui est comparé en fait à un rêve. On a vraiment l'impression là que le réveil est historique et c'est la confrontation à l'horreur de la guerre. Comme exemple, je vous donne quelque chose d'un peu plus bref, mais quand même assez étoffé. J'ai choisi cet exemple en fait parce qu'il souligne un des autres intérêts historiques qu'un texte comme La détresse et l'enchantement peut présenter pour un lecteur contemporain, à savoir qu'on voit bien parfois à quel point les jugements à chaud de monsieur, madame, tout le monde, disons, face aux événements auxquels ils étaient confrontés s'avérait complètement faux. Ici, par exemple, on a Stephen, le nationaliste ukrainien, qui se dit prêt à faire confiance à Hitler pour débarrasser ses compatriotes de la domination stalinienne, alors que les armées nazies allaient massacrer plusieurs millions d'Ukrainiens par la suite. Finalement, les notes à contenu culturel ne nécessitent, quant à elles, aucune ressource particulière, mais j'en parle parce que leur étude révèle que les références dont elles traitent n'apparaissent absolument pas au hasard, même lorsqu'elles sont placées dans des dialogues ou le discours rapporté de personnages, c'est-à-dire lorsqu'elles sont lorsque leur présence en fait est supposément indépendante de la volonté de l'auteur. Par exemple, ici, on a le commentaire un peu improbable d'une Canadienne anglophone sur l'histoire de la Nouvelle-France à propos de la notion de préséance qui est évoquée un peu plus tôt dans les tickets de préséance qui étaient en cours en 1937 dans les transports en commun parisiens. Donc, ce commentaire nous en apprend beaucoup plus sur ce que l'auteur ou la narratrice pense de l'histoire de la Nouvelle-France qui est convoquée. D'une manière un peu semblable, l'anglais ne sert pas qu'à assurer une authenticité aux parties du récit qui se déroulent en Angleterre. Son usage, d'ailleurs, n'est absolument pas du tout uniforme. Il est utilisé plutôt à la manière, enfin c'est l'impression que ça peut donner par endroit, utilisé donc à la manière d'un italique. C'est-à-dire qu'en brisant la continuité francophone, l'anglais isole et souligne certains fragments plutôt que d'autres.
Ici, par exemple, de la juxtaposition à quelques pages d'intervalle de deux passages en anglais qui utilisent tous les deux le mot « gods », mais dans des contextes complètement différents, naît une réflexion sur les exigences de la relation de l'artiste à son public. Les éléments donc que j'ai choisi d'énumérer, et on pourrait en ajouter probablement beaucoup d'autres, pourraient s'insérer, ou en tout cas être développés davantage, surtout dans le cadre d'une étude critique assez classique de la détresse et l'enchantement. Ce qui est intéressant, il me semble, pour le propos sur l'archivage numérique des manuscrits que j'ai essayé de développer, c'est que c'est ce travail-là, qui est disons beaucoup plus simple ou plus mécanique en apparence, qui a permis de les relever. Le balisage du texte permet d'isoler les discours qui s'y croisent, puis la mise en relation de ces discours, permise entre autres par le travail d'annotation, s'assimile à une forme d'analyse. Or, il me semble que si les interactions de la littérature et du numérique sont au cœur de plusieurs questionnements actuels, les conséquences critiques de ce geste numérique le sont un peu moins, disons. On s'intéresse davantage, c'est enfin l'impression que j'en ai sans m'y connaître énormément, aux implications en termes de diffusion, de réception sur la lecture et aussi en termes de création. Marcello Vitali Rosati, par exemple, va essayer de comprendre le statut numérique de la trilogie 1984 d'Éric Plamondon. Ce genre de questionnement, est évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec un texte comme celui-ci, étant donné que c'est un texte résolument pré-numérique. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder d'autres notes que j'ai pu réaliser, comme celle-ci, où on voit que Gabriel Roy, parfois, commet des erreurs factuelles qu'une simple visite sur Wikipédia, en fait, permettrait de corriger. C'est d'ailleurs comme ça que moi-même, je les ai corrigés. Ici, par exemple, elle énumère les Eleanor Cross en Angleterre, mais la liste des villes dans lesquelles ces croix sont situées, la liste qu'elle établit, donc, est complètement fausse. Bref, petite blague. Mais, donc, néanmoins, malgré ce statut, disons, pré-numérique du texte, l'apport du numérique facilite une appropriation théorique de ce texte. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer en discutant de la manière dont le balisage met en abîme, si je puis dire, son dialogisme. Cette appropriation peut aussi, et là c'est vraiment une espèce de piste que je lance à la toute fin, donner un nouveau souffle, ou en tout cas un souffle très concret à la théorie bakhtinienne, qui, pour intéressante et pertinente qu'elle puisse être, est devenue une sorte de lieu commun du roman. Là, on a une idée, disons, enfin une concrétisation de la chose qui peut aussi avoir une certaine visée pédagogique, il me semble. C'est une bonne manière de comprendre la théorie. À cet effet, on pourrait songer éventuellement à créer des balises, non pas, disons, visuelles, mais des balises théoriques, pour, par exemple, vérifier, je ne sais pas, si pour les ethnocriticiens, la manière dont tel savoir ou telle culture affleure dans un texte, ou, enfin, l'idée est lancée, c'est ça. Merci beaucoup, Anna.